C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions d'être parmi nous ce mardi 7 décembre 2021. C'est avec plaisir que nous vous accueillons pour cet événement Pharos, intitulé sur l'écran du futur et les nouveaux dispositifs d'affichage, que je vais co-animer avec mon confrère d'Aerospace Valley, Louis Deroux, à qui je laisserai la parole après. Moi, je m'occupe en fait et je suis en charge du domaine d'action transverse numérique au pôle Alpha RLH. Et je vais après reprendre la parole pour pouvoir vous donner quelques petits mots d'introduction technique avant de laisser la parole à nos différents intervenants. Bonjour Louis, à je t'en toutes et à prie. tous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Louis Dereau, donc je suis en charge de l'animation et du pilotage des systèmes embarqués et communicants au sein du pôle Aerospace Valley. On rappelle Pharos, une initiative donc commune entre Alpha RLH et le pôle Aerospace Valley pour la photonique et l'hyperfréquence sur les systèmes aéronautiques et spatiaux. Donc, à cette occasion, on a la chance et le privilège de vous recevoir aujourd'hui pour une présentation des écrans du futur et des nouveaux dispositifs d'affichage. Donc, on aura à l'occasion de cette séquence donc la présentation des différents intervenants. Et donc, alors, peut-être qu'on peut passer la planche suivante. Voilà, donc à cette occasion, vous aurez dispositif pour poser vos questions au travers du chat. Et à chaque session qui vous sera présentée, vous aurez donc l'occasion d'avoir une séquence de questions-réponses donc sur chaque thématique. L'état de l'art, donc on commencera par une présentation de l'état de l'art et ensuite une présentation des différentes implémentations des dispositifs innovants sur donc les différentes technologies, les différents systèmes proposés par les sociétés présentées ici sur cette planche. Donc Hensoldt, Dreamtonic, Cleritech, Continental, Thales, et on finira par une présentation de l'ENAC. Jean-Christophe, je te laisse la main. Oui, l'objectif avant de démarrer pour tous, hein, c'est n'hésitez pas à nous faire part également en complément de nos questions de vos différentes réactions en fonction aussi de ce qui peut vous. David, en fait, la GA qui nous aide là dans la co-animation de ce webinaire est à la régie du webinaire. L'objectif, c'est de pouvoir en fait terminer à midi, peut-être voilà, midi 10, mais nous souhaiterions libérer tout le monde dans l'horaire que nous avions prévu. Alors, ce qui nous semble important, c'est de faire déjà, de redéfinir un peu l'usage d'un écran. On voit bien qu'il y a l'écran mobile, le monde de l'embarqué, le monde du mobile, le monde du stationnaire. Alors, on aura par exemple des intervenants du domaine automobile. Là, on est dans le domaine embarqué. Le mobile, on est vraiment dans ce que je vais appeler le wearable, ce qui est portable, la montre, le téléphone et j'en passe. Et puis après, on a des applications qui sont plutôt stationnaires, ce que va nous présenter par exemple la société Cleritech et d'autres intervenants. Alors, dans les caractéristiques dimensionnantes d'un écran, on va retrouver bien entendu déjà la taille de l'affichage, c'est-à-dire la taille de l'écran, et puis après sa résolution. Et ce qui va en découler, c'est sa place disponible. Tout ça, c'est aussi, notamment sur le monde de l'embarqué et du mobile, ça va être un compromis sur la consommation. Parce qu'on va vouloir avoir souvent on aura derrière des dispositifs qui vont être autonomes, qui vont avoir des batteries, qui vont avoir des contraintes fortes là-dessus. Et puis après, ça va aussi dépendre du coup des utilisateurs finaux. Est-ce qu'on est dans le grand public, dans le militaire, dans l'industrie, dans l'aéronautique? Parce que derrière, on va en fait, en fonction de milieux extrêmement contraints et exigeants, des contraintes et des référentiels normatifs qui vont être assez drastiques et qu'il faudra en tout cas appliquer. Un thème qui est complètement d'actualité, c'est la disponibilité des produits. Et ce qu'on pourrait également vraiment parler des difficultés de fabrication, notamment sur certains dispositifs. Et ça, c'est un point qui peut être assez déterminant. On voit notamment dans le domaine de l'automobile que c'est quelque chose là qui même met des usines complètement à l'arrêt. On a après aussi les problématiques de dissipation thermique. Ça, c'est aussi des contraintes qui peuvent être fortes. Et puis après, des problématiques qui peuvent être liées vraiment à l'obsolescence, c'est-à-dire de faire un choix technique d'un jour n'est pas forcément aussi simple qu'il peut
en être tout simplement. Et puis ça peut aussi, surtout dans l'obsolescence, je vais entendre parler de la durée de vie. Et après, ça va être notamment ce que vont présenter l'intervenant juste après, Cléritech, c'est l'usage en milieu contraint. C'est être capable aussi, un écran, on veut l'utiliser donc il y a la tropicalisation, mais l'utilisation en contre-jour. Et puis après, on a beaucoup de dispositifs urbains dont il faut se prémunir du vandalisme. Et puis après, un nouvel usage qui est apparu avec le Covid, qui va être aussi les contraintes, notamment du tactile, sur l'aspect bactériologique et virus. Alors, je ne vais pas trop dévoiler ce que vont présenter, je pense notamment à la société Hensoldt notamment, mais voilà, je pense qu'il me paraît important de faire vraiment quelques petits rappels rapides sur les technologies qui vont être majeures sur un écran. Alors, on connaît tous le LCD qui est quand même une technologie maintenant assez répandue, je dirais pas vieillissante, mais qui s'est quand même fortement imposée, avec des coûts qui sont quand même intéressants parce que diffusés en très grand nombre, donc avec une très bonne longévité, une bonne longévité et en même temps, effectivement des niveaux de contraste, des niveaux aussi d'épaisseur, puisqu'on parle maintenant de plus en plus d'écrans souples. Alors ça, on va avoir l'OLED et le micro-LED qui vont être notamment le micro-LED, ce qu'on va appeler des technologies quand même beaucoup plus innovantes, et la technologie de devenir. Mais effectivement, le micro-LED va être par exemple réservé sur des dalles de grande taille. Et la technologie GaN par rapport aux technologies organiques de l'OLED va nous permettre effectivement d'avoir une durée de vie qui va être quand même beaucoup plus élevée que l'OLED. Maintenant, l'OLED, effectivement, ça fait rêver tout le monde par rapport à ses noirs profonds, ses contrastes extrêmement forts, sa consommation, et puis effectivement, les possibilités aussi de pouvoir rendre l'écran un peu plus flexible. Alors, au-delà de ça, si on fait à quelques jours de Noël une lettre au Père Noël, finalement, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un écran idéal qui existe? On voudrait tous un écran qui soit fin, qui ne consomme pas, qui soit facilement disponible. Moi, je n'ai pas la prétention de forcément l'imposer ou d'avoir le retour absolu, mais je pense qu'il n'y a pas forcément d'écran idéal qui existe. On a surtout des écrans qui sont adaptés à des contraintes et à des usages, et puis après aussi à des prix de marché dans lesquels cet écran est implanté. Alors, est-ce que l'écran d'avenir est-il moins énergivore? Est-ce c'est vraiment celui avec le meilleur contraste? Est-ce qu'il a la plus grande définition? Est-ce que c'est un écran qui est sans bactéries? Le plus solide, le plus mince, le plus souple? Alors, il ne faut pas se tromper aussi, parce qu'on voit par exemple, là on veut effectivement nous mettre de l'écran souple et plutôt de l'écran pliant, notamment dans le monde du mobile. On voit que c'est quand même des technos qui sont encore à leur démarrage. Et je pense notamment, on a aussi les écrans bord à bord qui sont quand même une tendance assez forte. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi se rappeler des technos qu'on a voulu nous vendre dans les années 2010 et 2012, notamment sur les écrans grand public 3D. Et effectivement, on a vu que l'usage de lunettes, typiquement, était un frein important en fait dans l'usage de cet écran. Et aujourd'hui, c'est un peu périclité avec plutôt des arguments forts sur l'usage de la 4K, du HDR. Alors, dans les écrans aussi, et dans les tendances, on a ce qu'on appelle l'écran holographique. Alors aujourd'hui, on a plutôt ce qu'on appelle des hélices holographiques qui sont disponibles et qui sont essentiellement dédiés à des présentations de lieux de vente, de marketing. Mais on n'a pas encore, on est encore au balbutiement en fait, de ces technologies. Alors, on est après plus dans ce que je vais appeler les technologies projetées. Je ne vais pas forcément dévoiler les présentations de la fin, mais je pense par exemple que tout ce techno projeté dans le domaine automobile présente effectivement un usage qui semble déjà assez démocratisé. Et puis après, une fois qu'on a dit tout ça, finalement, l'écran c'est une chose. L'écran seul, il n'est rien puisqu'il est dans une interface. Il a une interface homme-machine aussi et un morceau de logiciel, mais ça peut être aussi sa connectivité dans laquelle l'innovation peut être assez forte. Est-ce que demain, un écran, par exemple, n'est pas un écran qui va être Li-Fi, c'est-à-dire que l'on va connecter sans fil, qui va être du coup sécure puisqu'il n'y aura plus d'ondes électromagnétiques pour se connecter, qui ne s'est pas aujourd'hui battu pour connecter un PC sur un vidéoprojecteur parce qu'il n'avait pas le bon adaptateur, parce qu'il n'avait pas la bonne résolution. Est-ce que ça peut être des fois aussi ça et des choses beaucoup plus simples en termes d'innovation? Alors, je vais avant de laisser la parole à Louis, je vous propose de nous envoyer vos différentes réactions et d'enchaîner après sur les différentes présentations techniques. Donc n'hésitez pas à nous vous dire, qu'est-ce qui vous fait aussi rêver, parce qu'on est là aussi pour un peu rêver à quelques jours de Noël. Et je vais laisser la parole à Louis qui va nous donner quelques informations de marché.
Merci Jean-Christophe. Oui, donc effectivement, rêver, hein, c'est bien le but. Et là, on va se projeter un petit peu sur la suite et l'avenir des écrans. Donc, on fait quand même une petite rétrospective sur le marché des écrans et les leaders donc, sur ce marché. En reprenant un peu l'historique, on va retrouver surtout en fait dans les années 80 le Japon, qui ensuite s'est fait supplanter par la Corée du Sud, donc avec LG, Samsung, qui sont aujourd'hui encore des grands leaders. Mais là, dans les années 2020, on a vu venir les Chinois et la Chine, donc avec nombre d'entreprises qui se sont lancées sur ce marché, portées par leur marché intérieur. Hein, et donc la Chine est passée aujourd'hui devant les LG, hein, donc les leaders du secteur. Ce qu'on voit, c'est que donc, sur les écrans OLED, qui sont la technologie qui est aujourd'hui émergente et sur lesquelles tout le monde s'est positionné, c'est que la projection et les projections qu'on peut trouver aujourd'hui sur ce marché du OLED, c'est les fabricants chinois qui se repositionnent et qui vont certainement dépasser à nouveau la Corée du Sud, donc avec les LG et Samsung, dès 2025, ce sont les prévisions. Et ces prévisions-là, donc on montre une accélération du marché chinois et des fabricants chinois sur ce domaine. Alors, ce qu'on a noté également, juste pour conclure hein, sur la planche précédente, ce qu'on a noté également, c'est en 2025, l'analyse en fait des usages en fait des écrans flexibles montre toujours ce marché-là comme un marché de niche. Et il n'est pas évident que finalement, par rapport aux objectifs de gains et de coûts, de réduction des coûts, ce marché de niche puisse atteindre les coûts objectifs qui permettent son déploiement. Voilà, donc c'est une analyse qui vaut ce qu'elle vaut aujourd'hui, mais c'est une projection 2025. Et donc, pour illustrer l'analyse qui est faite aujourd'hui au niveau français, hein, je pense qu'on pourrait projeter l'analyse au niveau Europe également. Mais ce qu'on peut relever dans l'analyse des données qui sortent du plan France Relance, et là, on est parti sur 3 exemples qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui. Donc, c'est à gauche, vous avez le vidéo LED avec Cocktail Vision, donc une entreprise vendéenne qui s'est lancée en fait, donc qui a relancé la production de ces technos-là d'écran. Et ensuite, en deuxième volet, vous avez le micro-display avec micro OLED qui s'est installé dans la région grenobloise. Et puis le troisième, vous avez MicroLED, là, qui est donc avec Aledia, une spin-off du CE Aletti, qui a lancé et donc, la construction de son usine, donc avec l'objectif 2022, en 2022, la capacité de production du MicroLED. Et on s'aperçoit que finalement, avec ces 3 positionnements stratégiques, la France reprend un peu le pied sur la vidéo hein, et sur la production d'écran et de technologies qui permettront donc à la France de pouvoir disposer de la souveraineté sur ce domaine. Donc, à titre d'illustration, hein, de gauche vers la droite, c'est 50 emplois pour Cocktail Vision, 100 emplois pour MicroLED et 500 emplois pour Aledia. Vous voyez un peu l'échelle dans laquelle on se place aujourd'hui. Voilà, c'est une illustration de la dynamique sur ce sujet. Jean-Christophe, je te laisse la main. Oui, oui. Alors, je vous propose, nous sommes dans le timing, il est 10h15 avec notre premier intervenant. Je vais donc laisser la parole à Marc Nicolas de la société Hensoldt Nexeia France. Marc Nicolas, vous êtes avec nous, vous nous entendez? Vous êtes donc responsable vous êtes responsable produit écran et panel PC de la société Hensoldt Nexeia France. Vous êtes basé à l'agence de Marseille, donc plus précisément à Aubagne. Vous opérez notamment pour des clients du domaine de la défense et de l'aéronautique, et vous allez nous présenter des solutions d'affichage pour le monde de l'embarqué. Nous vous laissons pour votre présentation. Donc voilà, Nexeia France. Donc Hensoldt Nexeia France est une société qui a été créée en 2019
Elle appartient au groupe Hensoldt, qui représente 5500 collaborateurs et 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Elle est présente à peu près partout dans le monde, Amérique du Nord, Brésil, Australie, principalement en Europe, bien entendu. C'est un groupe franco-allemand. Et puis en Afrique du Sud. Hensoldt Nexeya France est immatriculé aussi au BITD, donc la base industrielle et technologique de défense pour les systèmes embarqués. Hensoldt Nexeya France, c'est 9 domaines d'activité, donc on va aller assez rapidement sur cette présentation-là. La communication sécurisée, donc c'est tout ce qui est IFF, c'est la capacité à déterminer les amis et les ennemis sur un champ de bataille. Des solutions mécaniques, du contrôle commande historique, des systèmes de management de mission comme les produits Argosia et Vincia que vous trouvez donc dans l'aéro ou dans la navale. Des capteurs, bien entendu, Hensoldt est reconnu mondialement pour tout ce qui est capteur. Des moyens de test et simulation, donc ça va être LISA, c'est principalement software. Et plus récemment, de l'hydrogène, où on s'est lancé dans le stockage de l'hydrogène. Donc moi, je fais partie des systèmes embarqués. Donc les écrans et les panels PC font partie de la division système embarqué d'Hensoldt Nexeya France. Dans cette division, on va trouver des systèmes d'acquisition de données analogiques et numériques. Donc on va justement récupérer les informations des capteurs Hensoldt et on va les mettre à disposition d'une installation. On va aussi dialoguer avec les bus avioniques, AFDX, A20 99 et tout ça, c'est mis au service de calculateurs tactiques. Donc, on fournit pour l'armée, pour la défense, des systèmes de mission basés sur des calculateurs tactiques, donc dans la tranche mission. Et ensuite, toute la partie écran que vous voyez sur la partie inférieure gauche, où donc on va proposer soit des produits catalogues, soit alors on va proposer des produits spécifiques pour des clients qui ont des cahiers des charges spécifiques. Un petit aparté sur les agréments qu'on est en train d'acquérir pour tout ce qui est aéronautique. Donc, le Part 21G et le Part 145 pour cette fin d'année 2022. Et puis, en 2023, un DOA selon Part 21J. Donc, la gamme d'écrans et de panels PC Nexeya, c'est principalement une architecture optimisée sur des gains de poids, de dimension. Donc, on a cherché à gagner en poids, en dimension, on a cherché à gagner en efficacité thermique, donc consommer le minimum, proposer une efficacité la plus importante. Donc, on choisit des processeurs, on choisit des cartes vidéo, on choisit des composants. Donc, on maîtrise 100% de notre conception, aussi bien mécanique qu'électronique, et ça nous permet d'arriver à des optimisations, de prendre des écrans puissants pour pouvoir faire du rétroéclairage en plein jour, et tout en maîtrisant la dissipation thermique, en étant fanless. Et donc, pouvoir au final assurer la plus grande durée de vie pour ces produits. Donc, on a commencé il y a plus de 15 ans, donc exactement en 2003-2004, où les premiers clients comme Thales, comme Airbus Hélicoptère ou comme Technic-Atom nous ont fait confiance. Et on a toujours chez ces clients des produits qui tournent, qui sont dans le contrôle commande notamment de chaufferie nucléaire. La roadmap technologique sur 5 ans, donc je reprends un petit peu ce que disait M. Dereau tout à l'heure. On a une roadmap qui va jusqu'en 2025. On est dans le but, nous, de faire de la mutualisation de la mutualisation de technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on étudie le dual backlight, qu'on a diversifié. Vous allez voir, on va en parler tout à l'heure. Donc ça, c'était vraiment une innovation Nexeya. Et ensuite, on essaye de pouvoir placer, par exemple, des écrans souples avec de l'haptique. Donc, on regarde dans un même écran à pouvoir mettre ces deux technologies. Et puis, possiblement, on essaie de les qualifier surtout parce qu'on est dans des environnements sévères, industriels, avec des fortes contraintes environnementales. Donc, on qualifie nos produits suivant la DO 160, suivant les 1000 STD 461 ou 810. Et donc, on a besoin de vérifier que ces produits-là, ces technos-là, peuvent résister à nos contraintes CEM, nos contraintes vibratoires ou nos contraintes thermiques. Donc, un POC, c'est une chose, sa mise en situation environnementale, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, la mutualisation, donc, à l'idée, on parlera aussi des encres électroniques à la fin de l'exposé. Et moi, je crois principalement en la mutualisation de plusieurs innovations, de plusieurs points techniques pour
pouvoir offrir à nos clients vraiment des produits proches de leurs besoins. Donc, la première innovation qu'on a mis au niveau des écrans, c'était il y a quelques années dans un panel PC où les clients nous remontaient que les backlights monochromes verts étaient utilisables avec des jumelles de vision nocturne, pas de problème, mais n'offraient pas beaucoup de contraste. Et donc, une SITAC, une situation tactique, était peu lisible, ou en tout cas méritait d'être mieux lisible, dans le but d'améliorer la réactivité du client, de l'utilisateur. Donc, Nexia s'est penché sur le sujet et a créé a créé un produit avec un dual backlight. Donc, on prend un écran, on le modifie et on ajoute un rétroéclairage particulier de conception Nexia qui permet d'être compatible de la vision nocturne. Typiquement, la vision nocturne, c'est éliminer tout ce qui est, je veux dire, en dehors du gabarit 430 nanosecondes jusqu'à 700 nanosecondes d'une lumière blanche. Donc, un rétroéclairage blanc ne permet pas ça. Donc, nous, on a fabriqué, on a conçu, on a mis au point ce rétroéclairage qui nous permet, donc, dans la partie qui est à droite ici, dans cet écran-là, on voit, il est très peu lumineux, parce qu'il faut imaginer que c'est pour la vision de nuit, mais il utilise plusieurs couleurs et donc il permet de créer du contraste, il permet de pouvoir prendre en compte une image avec plusieurs couleurs et donc pouvoir mieux réagir et être beaucoup plus confortable. Donc, le retour d'expérience des clients qui sont diverses aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est la capacité à mieux interpréter l'affichage. Donc, je reprends un petit peu ce qu'a dit M. Béraud tout à l'heure sur la partie donc, des écrans. Donc, aujourd'hui, on fait des POC sur des écrans souples. Donc, c'est des écrans OLED, souples. C'est plutôt quelque chose qui marche bien. Par rapport à un écran LCD du commerce, donc les technologies qu'on voit aujourd'hui, qui sont plutôt efficaces, les technologies TN ou les technologies IPS qui offrent des larges angles de vision, des durées de vie importantes jusqu'à 100 000 heures. C'est une distribution facile, c'est-à-dire qu'on en trouve partout à des coûts relativement faibles. Par contre, principalement, ils sont assez épais, donc difficilement intégrables dans une tablette, par exemple. Ils ont une consommation parfois élevée pour pouvoir répondre à du plein soleil, on met des watts. Et puis, un pauvre contraste qui n'est pas trop élevé. Donc, la technologie OLED contrecarre tout ça. Donc, on a du contraste. Ça, c'est vraiment un vrai noir. On a vraiment quelque chose qui est vraiment très, très bien. On a des angles de vision qui sont propres et on a des temps de réponse qui sont très, très faibles. Donc, typiquement, alors, on n'est pas dans du gaming, mais on peut avoir des IHM, on peut avoir des vidéos qui sont avec des temps de réponse très, très courts. À l'inverse, effectivement, comme le disait M. Béraud tout à l'heure, on est sur des durées de vie qui sont faibles. On est plutôt de l'ordre de 15 000 heures. Et par contre, ça a tendance à progresser. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que cette technologie-là est très, très prometteuse. Il faut qu'elle progresse. La technologie souple, donc on en parlera tout à l'heure, on est vraiment actuellement dessus, on est dans le principe où on veut promouvoir cette technologie-là pour des raisons d'encombrement, pour des raisons d'utilisation, pour optimiser l'utilisation et l'espace dans les cockpits ou l'espace dans des endroits vraiment très contraints. Le QLED, le micro-LED, M. Béraud en a parlé tout à l'heure, je vais essayer d'aller assez vite. Le micro-LED, c'est quelque chose qui est typiquement très intéressant parce que ça contrecarre le côté organique de la LED qui la rend avec une durée de vie assez faible. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir un réel avantage dans le futur parce qu'on reste sur quelque chose qui n'est pas organique, donc qui peut avoir une durée de vie, je pense, jusqu'à 100 000 heures. Voilà. Et on fera un focus aussi spécifique sur les encres électroniques, le e-ink, où là, pour le coup, on a des consommations qui sont très, très faibles. On a des dimensions qui sont effectivement aussi très faibles, des contrastes qui peuvent être élevés. À l'inverse, aujourd'hui, on est assez pauvre en couleurs et on a des contrastes, on a des temps de réponse qui sont de l'ordre d'un escargot, de la demi-seconde. Donc voilà, aujourd'hui, sur les écrans souples, Nexia s'est lancé sur l'utilisation. Ça marche plutôt bien. C'est assez bluffant, effectivement, de pouvoir manipuler un écran comme on l'entend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de le placer sur un support qui n'est pas plan. Aujourd'hui, un écran, c'est quelque chose de plan, c'est quelque chose qui peut prendre de la place. Et dans certains environnements, c'est compliqué.
je pense à un cockpit où on a besoin de pouvoir placer par exemple une tablette de cuisse. Eh bien, avec un écran souple, on peut peut-être imaginer avoir quelque chose qui soit plus maniable. Avec donc à la fin une capacité d'affichage qui serait plus large. Voilà, donc typiquement aujourd'hui Nexeia croit à ça et on pousse dans ce domaine-là. Marc, oui. Vous m'entendez? Il vous reste 5 minutes. On va aller assez vite. Donc typiquement, voilà des applications que l'on cible. Hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir en fait remplacer des écrans qui sont au-dessus, au milieu et au-dessus et en dessous par un seul écran, hein, qui permettrait de pouvoir gagner en maintenance, gagner en déploiement, gagner en câblage, en intégration, en poids. Hein, donc un écran souple qui permettrait d'être mis en place d'une architecture comme celle que vous voyez là, dans ces pupitres de commande là, serait vraiment un gros plus. La même chose, hein, on reparle de la tablette de cuisse et on reparle de ces pupitres-là. Donc là, je vais aller assez vite. Voilà. Pour arriver ici sur des écrans à encre électronique, où eh bien, typiquement, ça c'est potentiellement ce que l'on pourrait imaginer dans un futur proche. L'encre électronique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un papier journal. Hein. On est dans un principe où le papier journal, vous pouvez le lire dans votre lit, dans la pénombre, et vous pouvez le lire aussi à l'extérieur dans un parc, donc en pleine luminosité. Eh bien, l'encre électronique reprend exactement ces caractéristiques-là. On est sur quelque chose qui est très fin, où on vient en fait par une tension polarisée des particules dans une capsule. Et en fait, une fois que ces particules sont polarisées, elles prennent une position, et derrière, elles restent en place. Donc, on a besoin uniquement d'énergie pour changer quelque part une couleur, changer une image. Aujourd'hui, vous le connaissez dans les liseuses, dans les Kindle, c'est des équipements qui sont, entre guillemets, noir et blanc, majoritairement. Mais en rajoutant un filtre de couleur, on peut arriver aujourd'hui à avoir 4096 couleurs. Ces technologies-là, donc, elles évoluent aussi, hein, donc, pour passer sur des capsules multicolores. Le gros problème de cette techno-là, c'est son temps de réponse. Donc, comme je disais, c'est 500 millisecondes. C'est quelque chose qui ressemble un peu à une brouette, mais qui doit pouvoir évoluer. Voilà, donc nous, ce qu'on pense chez Nexeia, c'est que globalement, c'est les écrans souples. C'est vraiment quelque chose d'important pour la disponibilité et l'augmentation de la surface d'affichage. La technologie, donc là, je reprends ce que disait M. Dereau tout à l'heure, on commence à avoir des sociétés françaises qui s'intéressent à réinternaliser en France de la technologie de fabrication de ces écrans de nouvelles. Donc, on a tout ce qui est, à mon sens, en place pour pouvoir créer de l'innovation en France et pour pouvoir répondre à nos clients avec des choses vraiment différentes et pouvoir créer des éléments différenciateurs par rapport à ce qui se fait traditionnellement. Et en fait, arriver à durcir, parce que ça, c'est vraiment le savoir-faire de Nexeia, durcir ces technologies qu'on trouve dans nos salons pour pouvoir les utiliser dans des environnements contraints et compliqués. Très bien. Marc, voilà. Merci à tous, en tout cas. Oui, est-ce que David qui est à la régie, on a 3 questions rapides, alors on va peut-être pas répondre à toutes les questions pour laisser place à notre intervenant juste après. Est-ce que vous savez répondre rapidement à cette première question? Je peux vous proposer aussi de répondre, Marc, en chat, peut-être oui. Pour en parallèle, en fait. Est-ce que vous savez répondre rapidement, là, dans quelques secondes, à la question de M. Zoveda? Avant de les lancer sur le marché. Donc ça, effectivement, on a, avez-vous des besoins pour tester? On a aujourd'hui, alors sur les essais, sur les avions bancs d'essai, alors je suis mal placé pour répondre à cette question. Je la récupère et puis je pourrai faire une réponse à côté. Ok. Et après, si l'écran, et après une toute dernière question, est-ce que l'écran souple est tactile, oui ou non? Oui, il est tactile. Il est tactile, multitouche. Et c'est très bluffant parce que c'est de la technologie Incel et en gros, un écran souple, tactile, fait peut-être 2 mm d'épaisseur. Donc, c'est vraiment très, très bien pour tout ce qui est intégration dans les environnements contraints en volume. Ça, c'est bien. Ok, je vous propose en fait de continuer dans le fil des questions.
si vous pouvez répondre éventuellement aux différentes questions. Je vous propose en fait qu'on enchaîne avec Monsieur Olivier Defaux de la société Dreamtronic. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Defaux? Vous êtes CEO de la société Dreamtronic qui est basée à Angoulême. Vous êtes spécialiste dans la digitalisation et le divertissement et vous allez nous parler des enjeux importants sur l'usage de l'écran tactile et notamment les contraintes bactériologiques et les réponses techniques que vous pourriez en apporter. Donc je vous laisse poursuivre. Vous avez un quart d'heure. Monsieur Defaux, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci Jean-Christophe de cette invitation qui va nous permettre d'échanger sur un sujet tout à fait à l'ordre du jour, qui est donc le côté innocuité des écrans tactiles. Donc c'est pour ça que je me suis concentré aujourd'hui pour vous présenter notre projet qui s'appelle SafeScreen. C'est un produit sur lequel nous avons déposé un brevet il y a de cela 6 mois pour créer des écrans auto-stérilisants. Alors, je vais rapidement passer sur Dreamtronic. Donc, comme l'a dit Jean-Christophe, nous sommes spécialisés dans la digitalisation des points de vente avec 2 grandes gammes de produits. Une gamme qui est tout ce qui est divertissement tactile. Alors, c'est des tables tactiles, des écrans tactiles muraux, des jeux sur tablette, enfin, un certain nombre de produits, avec comme clientèle essentiellement de nombreuses chaînes de restauration type Buffalo Grill, McDonald's, Burger King, des grands centres commerciaux, ainsi que des grands magasins type Ikea et autres. Voilà, donc ça c'est la première gamme de produits. Et une deuxième qui est DT Display, où là nous travaillons plus sur des produits d'animation de points de vente, que Jean-Christophe a pu voir, des systèmes basés sur des écrans transparents tactiles, donc cave à vin numérique, vitrine froid positif, froid négatif, écran transparent tactile, voilà, on va dire des outils de promotion qui commencent à arriver dans nos supermarchés en particulier. Alors nous fabriquons des solutions complètes, hardware et software. Dreamtronic a un actionnaire à son capital qui est le groupe Acrelec. Alors, à titre d'information, Acrelec, c'est l'inventeur des bornes que vous avez dans les McDonald's et dans tous les fast-foods dans le monde. C'est une grosse société qui est leader mondial des kiosques de commandes que vous trouvez un petit peu partout et dans les drive-in. Voilà. Alors, je vais vous parler de notre produit SafeScreen, qui est le produit avec des écrans tactiles auto-stérilisants. Pourquoi les écrans tactiles auto-stérilisants? Parce que évidemment, depuis 2 ans, nous avons été confrontés à cette problématique chez nos clients, à savoir qu'ils ont mis en sommeil la plupart de leur matériel pour éviter à la fois les contaminations, le contact et surtout qu'ils n'avaient aucune idée réellement sur, je dirais, le niveau de dangerosité ou de contamination possible entre les différents utilisateurs sur un écran tactile commun. Pourquoi? Parce que, par exemple, une table tactile où il y a 8 enfants qui jouent en simultané dessus, évidemment, on a des risques d'échange de germes. C'est ce qui nous a amené à développer une solution pour sécuriser nos produits à destination de nos clients. Alors, notre innovation, c'est simple, c'est un dispositif donc, qui est tactile, qui est auto-stérilisant, qui est intégré, programmable, qui est capable de fonctionner en continu ou sous le mode push, suivant, je dirais, ce que l'on souhaite, avec des durées de stérilisation. Alors, j'ai pris l'exemple du Covid-19, puisque c'est évidemment d'actualité, qui dépendent évidemment de la taille, puisqu'ils peuvent être compris entre 20 secondes et 1 minute, suivant les différentes tailles d'écran, ou 2 minutes pour les grands écrans. Tout ceci, c'est pour atteindre ce qu'on appelle le T90. Le T90, c'est d'être capable de supprimer 90% des germes présents sur une surface. Alors, bon, je vais rapidement passer sur toutes les études qui ont été faites depuis 2 ans sur la persistance des germes sur les surfaces tactiles. Alors, vous avez 2 études, une en particulier qui est intéressante, qui montre que sur 80% des bornes de commande dans les fast-foods, vous avez des germes d'Escherichia coli, donc qui est quand même responsable de nombreuses gastro. Voilà, donc notre dispositif, il apporte à ces kiosques dans les distributeurs pour les fast-foods, des billets de train, les billets de cinéma, distributeurs de billets, parking, enfin tous les éléments d'endroit tactile, une sécurité sanitaire. Alors ça fonctionne à savoir aussi bien sur les virus, les bactéries, les spores et les champignons. Alors aujourd'hui, il n'existe pas de solution intégrée. Il existe des solutions avec des sprays, il existe des films, il existe différentes choses, mais nous sommes allés beaucoup plus loin en utilisant donc une technologie, on va dire, un peu plus puissante. Donc le produit, donc c'est ce que je vous disais, a été breveté, enfin le brevet a été déposé il y a à peu près 6 mois de ça.
Alors, bon, là, je vous montre rapidement des exemples de produits sur lesquels nos dispositifs pourraient être intégrés, donc les kiosques de commande, des bornes d'accueil, enfin des distributeurs de billets et ainsi de suite. Alors, la désinfection par UVC, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est aujourd'hui une technologie qui a fait ses preuves, qui fonctionne, qui est très efficace, qui ne nécessite, qui nécessite aucun produit chimique, hein, donc en fait uniquement des rayonnements, qui est capable d'avoir des performances extrêmement intéressantes. Alors, la persistance virale, voilà rapidement, une petite présentation qui vous montre un petit peu sur les différents types de supports. Les dernières études qui ont été réalisées, donc je crois que c'est par les Australiens. Donc, par exemple, sur du verre, à 28 degrés, on peut avoir jusqu'à 28 jours de persistance d'un Covid. Évidemment, hors traitement, hein, on est d'accord, hors nettoyage. Donc, c'est vraiment une problématique. On a encore très peu, je dirais, d'études réellement sur des transmissions qui auraient pu être via des contacts, on va dire, par le doigt, mais il y a différents signaux nous montrent que ça risque d'être un petit peu, ça risque d'émerger assez rapidement. Donc, c'est ce constat qui nous a amené à développer le concept SafeScreen pour sécuriser nos propres produits et puis pour les fournir en particulier aux kiosques de commande de différents partenaires. Alors, je vais rapidement vous dire comment on a validé ça microbiologiquement. Donc, en fait, on travaille sur des spores. Pourquoi? Parce que c'est des spores tests qui sont Bacillus subtilis, hein, qui sont des bactéries qui sont capables de s'ensporer, on va dire, et qui servent de marqueurs pour les traitements parce que c'est des bactéries, les spores qui sont très résistants au traitement par UV. Donc, si on est capable de prouver sur ces spores-là, on est capable d'extrapoler assez facilement à tout type de bactéries, de virus et de champignons. Alors voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails des techniques qui sont utilisées. Donc là, c'est des laboratoires spécialisés qui travaillent pour nous pour valider nos tests. Et je vais rentrer rapidement dans le principe du dispositif que nous avons donc développé et que nous sommes en cours de validation. Donc, alors mon petit schéma est un petit peu barbare, donc je pense que je vais peut-être aller à la slide d'après pour vous expliquer et revenir ensuite. Alors, voilà, je vous explique le fonctionnement. Le principe étant d'irradier, de baigner donc une surface d'une lumière UVC rasante. Alors, pas n'importe quelle lumière, puisqu'on utilise des UVC à 260 nanomètres. Qui est, je dirais, la longueur d'onde la plus toxique pour l'ADN des contaminants. Donc, le principe, c'est que les photons vont inonder une plaque, rencontrer les germes qui sont présents sur la surface et évidemment les détruire. Hein, ils vont détruire donc l'ADN de ces germes, donc et provoquer la mort de ces germes-là. On a rajouté différents éléments type des lentilles focalisantes qui permettent de concentrer les rayonnements lumineux à des endroits bien sélectionnés au niveau de notre plaque, en particulier le centre, puisque le centre est le plus compliqué à stériliser. Voilà. Donc, sur la dernière partie, on voit que le pouvoir stérilisant, vous pouvez le voir sur le petit spectre que je vous ai mis, il dépend complètement de la longueur d'onde. Hein, le maximum étant à 264 nanomètres. Nous utilisons des LED qui sont entre 261 et 264 nanomètres. Voilà. Donc, ce qui nous permet d'être je dirais, en plein dans la zone de sensibilité des germes. Le fonctionnement, le voilà en fait. Alors, nous n'utilisons pas du système capacitif, hein. Nous utilisons du système infrarouge pour générer le tactile. Donc, nous avons des profilés en aluminium qui intègrent à la fois des LED émettrices en infrarouge, des capteurs récepteurs en infrarouge. C'est ce que vous voyez avec les rayons rouges qui permettent de créer un maillage et c'est le fait de couper ces faisceaux qui vont générer l'information tactile. Après, je peux utiliser une plaque de plexiglas, qui va être sur l'écran ou une plaque de verre, peu importe la surface que j'utilise. Ces profilés en aluminium spécifiques qui donc ont été brevetés intègrent à la fois ces LED infrarouges, mais aussi toute la technologie UVC avec des lentilles focalisantes et un certain nombre de dispositifs qui permettent de concentrer et d'optimiser l'efficacité des rayonnements UV. Voilà. Monsieur Defoe, il va vous rester 5 petites minutes, allez, tranquillement. Allez, je vais terminer.
Non, Bon, mais voilà, vous en donc prie, je vous ai rapidement dit le principe. Voilà. Et donc, nous sommes en cours pour développer donc, 5 références d'écran qui intégreront cette technologie. Des écrans, alors nous, on est parti sur 8 pouces, 15 pouces, 22 pouces OEM, 32 et 43 pouces. Évidemment, cette technologie peut être, je dirais, adaptée à n'importe quelle taille d'écran, la limite étant la puissance des LED. Voilà. Et la deuxième limite étant d'être en capacité de proposer une solution qui soit quand même complètement safe pour l'utilisateur, puisque les rayonnements UVC sont quand même toxiques pour les rétines, les humains. Donc, on doit être en capacité aussi d'être persuadé qu'au-delà de 4 cm de l'écran, on a l'équivalent d'un rayonnement atmosphérique. Voilà. Bon, Je très vais bien. m'arrêter là. Écoutez, nous vous remercions. Avant de parler après je vois que il y a beaucoup de réactions et il y a quelques questions. Alors toujours un peu dans le fil de la première intervention, mais je profite en tout cas de votre intervention pour annoncer la semaine prochaine, qui est le 16 décembre, une conférence qui aura lieu avec le laboratoire IMS de l'Université de Bordeaux sur les LED UVC. Donc où là il y a vraiment des spécialistes du domaine, où je trouve que c'est en lien, et c'est une suite tout à fait cohérente et logique avec la problématique que vous venez de présenter. Avant de laisser la parole à l'intervenant suivant, David veut peut-être épingler une ou deux questions. Non, ça c'était la question d'avant, donc on laissera le fil. Est-ce que c'est toxique pour l'ADN, des contaminants? Qu'en est-il des effets sur la peau? Des tests ont-ils été réalisés? Tout à fait. Alors, c'est toxique. Évidemment, c'est toxique pour la peau. Alors, en fait, on est comme dans les rayonnements, je dirais, classiques. C'est-à-dire, en fait, c'est l'effet cumulatif de la dose. Voilà. Donc, pour la peau, c'est toxique, mais sur des durées d'exposition qui sont extrêmement longues. Le plus toxique étant pour la rétine. Voilà. C'est vraiment la rétine qui est le plus sensible au rayonnement UVC, pardon. Alors oui, il y a beaucoup d'études et de tests qui ont été faits. Nous, on a aussi travaillé sur les durées nécessaires et les durées de séjour sur un écran tactile. Alors j'ai vu qu'il y avait une question, est-ce qu'il fonctionne en continu ou pas? Oui, on peut les mettre en continu ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, nos écrans sont programmables. On peut les déclencher, par exemple, dans le cadre d'un distributeur automatique de billets, on n'est pas obligé de les laisser en continu, par exemple. On peut les laisser, quand quelqu'un est passé, on fait un push de 3 minutes et on arrête, et ainsi de suite. Voilà, tout dépend de l'utilisation qu'on va en avoir et le nombre d'utilisateurs en simultané. Bon, bah écoutez, merci pour ces réponses, cette efficacité. Il est 10h45. Monsieur Defoe, merci pour en tout cas cette problématique qui va vraiment être, à mon avis, d'actualité dans les prochains mois, prochaines années. Monsieur Gébert, est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est bon. C'est bon pour vous. Alors, pour terminer cette première session, avant de laisser la parole après à Louis qui reprendra le fil pour la fin du webinaire, donc on accueille Monsieur Lucas Gébler. Vous êtes de la société Cléritech qui existe depuis plus de 20 ans. Vous êtes basé à Mérignac, à côté de Bordeaux. Et vous fournissez des solutions d'affichage hardware et software, et vous allez notamment nous présenter des solutions techniques sur l'affichage en milieu contraint. Monsieur Gébler, vous avez 15 minutes, c'est à vous. Tout à fait, merci. Merci, Monsieur Béraud. Donc, pour me présenter, Lucas Gébler, je suis responsable commercial de la société Cléritech, qui fait partie du groupe StarTech Développement et qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Chez Cléritech, on est spécialisé dans les solutions d'affichage graphique, c'est-à-dire qu'on fournit une solution complète qui permet de mettre en place des interfaces homme-machine très rapidement. Donc, ça fonctionne via un logiciel PC qui va servir à créer l'IHM. On va positionner les images, créer nos zones tactiles. Tout ça, ça va être sauvegardé dans notre carte graphique qui va ensuite être pilotée par une carte principale du client via des commandes d'affichage en fait qui sont envoyées via une liaison série en CAN ou en RS132. Donc, chez Cléritech, on a toute une gamme de produits sur étagère, donc des afficheurs, des cartes graphiques packagées dans des casings, avec potentiellement la gestion d'entrée-sortie. Et on fait aussi beaucoup d'adaptations sur mesure, puisqu'aujourd'hui, chaque projet est assez particulier et a ses propres exigences. Donc, il y a un certain nombre de questions, évidemment, qu'il faut se poser lorsqu'on veut intégrer un afficheur. Alors, évidemment, la technologie, la taille de l'écran, sa résolution sont les premières questions qu'on va se poser. En ce moment, on se pose aussi beaucoup plus la question de la disponibilité de l'écran, évidemment.
les écrans contiennent des composants électroniques et donc sont soumis à des pénuries mondiales, donc les délais s'allongent, donc c'est à prendre en considération. Ensuite, on va se questionner comment on va développer l'IHM, comment on va intégrer l'écran, est-ce qu'il y a un cadre normatif à respecter, quelles sont les contraintes environnementales, qu'en est-il de la CEM? Un écran, ça rayonne, donc il faut faire attention à cet aspect CEM. Donc ça, ce sont des questions qu'on se pose systématiquement dans chaque projet. Aujourd'hui, l'idée, c'est de se concentrer sur des applications extérieures qui génèrent des difficultés. Il y a des éléments critiques supplémentaires à prendre en considération lorsqu'on intègre un écran en extérieur. La première chose, c'est la bonne visibilité en plein soleil. Ensuite, on va parler de résistance aux températures élevées, notamment vis-à-vis de l'exposition aux UV, et le soleil qui va chauffer. La résistance au choc, donc par rapport au vandalisme, et l'utilisation du tactile sous la pluie. Alors, le premier sujet, c'est la lisibilité en plein soleil. Vous l'avez forcément constaté sur vos smartphones. En plein été, en plein soleil, l'écran apparaît presque noir et on ne voit pas grand-chose. Donc ça, c'est le premier souci. Le second, c'est que si un écran est exposé trop longtemps au soleil, il peut y avoir un phénomène de jaunissement qui se produit. Alors, qui est plus ou moins important selon l'exposition. Si on prend l'exemple d'un vélo, par exemple, avec un afficheur, dans la majorité des cas, l'afficheur va être exposé peut-être une heure par jour au soleil. C'est différent, par exemple, pour une borne de recharge ou une borne extérieure qui, elle, si elle est exposée plein sud, va être constamment exposée au soleil. Donc, ce phénomène va arriver plus rapidement. La solution, alors il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de grosses prouesses technologiques pour résoudre ce problème. On l'a évoqué précédemment, c'est déjà utiliser un rétroéclairage important. Donc le backlight de l'afficheur doit être supérieur à 850 candela par mètre carré. D'avoir un verre qui est traité en anti-reflet. On peut aussi ajouter, et même c'est fortement conseillé, un filtre anti-UV et avoir un afficheur avec de bons angles de vision. Donc, disons que la solution est plutôt liée au type d'afficheur qu'on va pouvoir utiliser. Il va falloir utiliser un afficheur assez haut de gamme, capable de fonctionner, d'avoir une bonne lisibilité en extérieur. Le second sujet, c'est les températures. Lorsqu'on a un afficheur en extérieur, on est déjà soumis à l'environnement, donc la température ambiante. De plus, on va avoir un backlight, un rétroéclairage qui va chauffer. Et évidemment, si on est exposé en plein soleil, les températures vont vite monter. Donc ça a un impact sur la durée de vie de l'afficheur et de l'électronique de gestion derrière, évidemment. Un autre phénomène, c'est lié aux écarts de température. Lorsqu'on intègre un afficheur dans une borne, bien souvent, le verre en fait est collé sur de l'aluminium, sur de l'acier, ça dépend de la borne, et via une colle ou du scotch double face. On utilise beaucoup de scotch double face professionnel. La difficulté, c'est qu'on va avoir en fait un phénomène de dilatation entre les écarts de température jour-nuit, ce qui peut mener à un phénomène de cisaillement. En fait, vu qu'on a différents matériaux, la dilatation n'est pas la même et donc ça bouge un petit peu. Alors, c'est très faible, évidemment, mais il faut l'avoir en tête puisque si on n'a pas pris un scotch capable de se déformer un petit peu, ça peut se déchirer. Donc la solution, c'est d'utiliser déjà de base une électronique robuste avec des composants industriels qui résistent à des larges plages de température. Une autre solution, mais qui est un petit peu paradoxale, c'est de réduire la puissance du backlight. Alors, évidemment, on est en plein soleil, donc on a besoin d'une bonne luminosité. On a tendance à augmenter le backlight. Mais si on veut favoriser la durée de vie, il va falloir, de manière assez paradoxale, réduire un petit peu ce backlight pour éviter de trop faire chauffer les LED. Alors, c'est un choix à faire. Est-ce qu'on veut favoriser le confort visuel ou est-ce qu'on préfère favoriser la durée de vie ou un mix entre les deux? Et enfin, la solution, par rapport au phénomène de cisaillement, c'est pas très compliqué, c'est tout simplement connaître en fait l'existence de ce phénomène et le prendre en considération dès nos réflexions par rapport à l'intégration de l'écran en prenant un scotch qui a suffisamment d'élasticité.
Autre difficulté, le vandalisme. Malheureusement, des produits qui sont laissés sur la voie publique vont avoir tendance à être vandalisés. Donc un écran, s'il n'est pas protégé, la vitre par défaut qui est en surface va se fissurer, va se casser assez facilement. Et donc on a de plus en plus des exigences dans les appels d'offres qui sont émis par rapport à l'anti-vandalisme, et on parle de résistance au choc ICA. Donc ça commence avec des faibles indices ICA par défaut à ICA 2-3, et on peut monter jusqu'à de l'ICA 10. Donc, pour résister au vandalisme, on vient en fait intégrer en surface un verre trempé qui fait 3-4 mm et qu'on vient coller directement sur la dalle tactile via une technique qui s'appelle de l'optical bonding. Alors, ça vient en opposition à de l'air bonding. De l'air bonding, en fait, on vient fixer un double face tout autour de la dalle tactile, et on vient coller en fait un verre trempé dessus. Par contre, on a une couche d'air du coup au milieu, ce qui n'est pas idéal notamment pour les reflets, et on perd aussi en résistance mécanique puisqu'il y a un petit creux derrière le verre. L'optical bonding, on vient mettre une sorte de colle, une sorte de gel en fait sur toute la surface de l'écran, et on vient ensuite y fixer la dalle, le verre trempé. Donc ça permet d'avoir une meilleure résistance, d'augmenter les niveaux de contraste et d'avoir une très bonne lisibilité notamment en plein soleil. D'avoir, disons, une lisibilité améliorée en plein soleil, qui est couplée avec un backlight important. Ensuite, le tactile sous la pluie. Vous l'avez aussi constaté sur vos téléphones. Si vous avez les doigts mouillés ou si vous êtes sous la pluie, vous avez beaucoup de difficultés à utiliser le tactile. De plus, la pluie peut générer en fait des appuis intempestifs. Donc la solution, c'est de prendre une dalle tactile performante qui a été sélectionnée en connaissance de cause et qu'on vient paramétrer. Donc en fait, la dalle tactile est gérée par un petit contrôleur de dalle avec des paramètres qu'on peut ajuster pour trouver la bonne sensibilité. Évidemment, trop sensible, des gouttes de pluie vont créer des appuis intempestifs. Pas assez sensible, si l'utilisateur doit appuyer 4 fois sur le bouton pour que la commande soit comprise, ça, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas bon. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et donc, nous, par exemple, chez Claritech, on vient paramétrer en fait la dalle tactile dans le produit fini, puisqu'il y a toujours une petite différence entre un paramétrage chez nous dans le bureau d'études et sur le site du client dans le produit fini. Voilà pour la partie Claritech. Donc, pour résumer, donc nous, Claritech, on a toute une gamme de produits sur étagère qu'on vient adapter en fonction des besoins. On peut sélectionner. Nos cartes graphiques, en fait, sont compatibles avec tous les afficheurs du marché. Et en fonction du besoin, on vient sélectionner l'afficheur qui répond aux exigences du client. Et on guide donc nos clients tout au long du projet via des conseils, notamment sur la partie intégration. Voilà, en gardant cette casquette bureau d'études où on vient aussi par exemple adapter notre électronique, voire développer des cartes sur mesure pour nos solutions d'affichage graphique. Alors, ok, très bien. A priori, il n'y a pas de questions. Moi, j'en ai une, Monsieur Gebler, là, avant de... Là, je vois que vous avez une photo avec une borne de recharge, donc vous en avez vaguement, je crois, parlé dans votre introduction. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez implanté des produits, ça me paraît une bonne transition avec l'intervenant que Louis et Continental va laisser parler après vous. Vous avez donc implanté, en fait, déjà vos produits dans des bornes de recharge ? Oui, tout à fait. Alors, on a implanté le produit dont j'ai parlé tout à l'heure avec 4 mm de verre trempé. Donc, en effet, on l'a intégré dans une borne de recharge d'un fabricant français. Donc là, il utilise la fonction tactile. On a aussi d'autres clients de bornes de recharge qui, eux, n'ont pas de tactile. Donc là, l'intégration est plus simple puisqu'on a un afficheur. Et on a un verre ou du polycarbonate en fait sur la façade de la borne. Et donc on n'a pas besoin d'optical bonding, on n'a pas besoin de venir coller l'écran en fait directement sur le verre de protection. Et dans ce cas particulier, par exemple, ce qu'a fait le client, c'est que c'est directement son verre de protection ou son polycarbonate qui est traité anti-UV plutôt que de le faire directement sur la borne.
Ok. Est-ce qu'on a encore, ou pareil comme les autres intervenants, je vous propose à ce moment-là, Lucas, que vous répondiez dans le fil du chat, hein. N'hésitez pas toujours à. Alors, si vous n'avez pas de questions, à réagir, hein. Vous pouvez aussi dire, voilà, vos états d'âme, vos impressions sur les présentations. Il est 10h57, on est donc, je crois, dans le timing, Louis. Donc, je vais te laisser reprendre un peu le fil là, pour cette deuxième partie de webinaire. Donc, merci encore à tous pour vos différentes interventions. Merci Jean-Christophe. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend, Louis, Très on bien. t'entend. Voilà, donc on a parlé effectivement des écrans souples, on a parlé de la bio et de l'impact des virus, on a parlé là de la science des matériaux avec les glaces, hein, notamment. Et donc là, on va plutôt maintenant s'attacher à l'intégration de ces dispositifs dans les systèmes et dans les cockpits, avec donc plusieurs interventions à la fois sur l'automobile et sur l'aéronautique. Donc nous allons passer maintenant à la présentation. Merci encore. Nous allons passer maintenant à la présentation donc de Philippe Conny, Monsieur Philippe Conny, donc de Thales. 30 ans d'expérience dans le développement de systèmes de visualisation sur avions et sur hélicoptères. Donc actuellement, Product Design Authority sur les écrans tactiles, les moyens d'interaction, les afficheurs haptiques et afficheurs 3D. Donc, Monsieur Conny est également membre du comité technique de la SID et depuis 2018, chairman du comité européen du SID. Donc, Monsieur Conny, vous avez la parole. Encore une fois, dans 15 minutes, sachant qu'on va se réserver quelques minutes en fin de séance pour répondre aux questions. Merci. Oui, bonjour à tous et merci Louis pour cette présentation. Donc moi je vais vous parler un peu de l'évolution des cockpits d'avion et au travers de l'utilisation de diverses technologies d'écran qui a pu avoir au fil du temps. Donc je vais présenter un peu ça au travers des différentes ruptures que l'on a pu voir s'introduire dans les cockpits d'avion depuis l'origine, hein, et jusqu'à maintenant, et puis on va peut-être parler du futur. L'introduction de nouvelles technologies dans les cockpits, elle ne se fait pas comme ça par hasard. Il faut que ça puisse apporter un plus au niveau de l'équipage, au niveau de la conscience de la situation et de la sécurité. Essentiellement, ça doit apporter des avantages significatifs en termes de sûreté de fonctionnement, en termes d'avantages opérationnels, et ça doit aussi répondre clairement aux besoins du pilote dans la tâche et dans sa mission. Au tout début de l'aviation, hein, on n'avait pas de cockpit, simplement quelques instruments basiques, une dizaine d'instruments simplement pour le Spirit au Saint-Louis qui a fait la première traversée de l'Atlantique. Ensuite, au fil du temps, la complexité des systèmes aidant, le nombre d'instruments nécessaires pour effectuer la mission a drôlement augmenté. On est passé de 10 instruments à une centaine sur les premiers avions transatlantiques, pour aboutir à plus d'1 millier d'instruments sur les 747 par exemple ou le Concorde. Et là, ça a quand même posé un gros problème d'interprétation. On est obligé d'avoir un pilote, un copilote et un mécanicien pour surveiller tous ces milliers d'instruments. Donc, on a introduit, on est rentré dans une première rupture qui a consisté à concentrer les différents équipements dans ce qu'on appelle des visus multifonctions. À l'époque des milliers d'instruments, chaque instrument affichait un paramètre, était connecté à un capteur. Au niveau des visus multifonctions, eh bien, on a concentré les informations sur un nombre limité d'équipements, ce qui a permis d'augmenter la conscience de la situation au niveau du pilote. Sur la 320, on a encore poussé l'intégration jusqu'à obtenir ce qu'on appelle le T avionique, c'est-à-dire d'avoir une représentation des paramètres de pilotage et de navigation sur toute la largeur du cockpit,
au moyen de, toujours pareil, d'équipements multifonctions qui sont passés à l'occasion à la technologie LCD, puisque précédemment on utilisait des tubes cathodiques. La deuxième rupture, elle est arrivée avec l'introduction de ce qu'on appelle l'avionique modulaire intégrée. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des calculateurs dédiés qui affichent des informations sur des visus également dédiés, on est passé à des calculateurs capables d'héberger des applications indépendamment de du hardware. Et on a donc créé des plateformes d'accueil. Donc les calculateurs sont plus des calculateurs dédiés, mais des plateformes. Ça a été défini par une norme qu'on appelle la RINC 653, qui permet de pouvoir faire tourner différentes applications sur la même plateforme. Alors comme tout est connecté sur les avions modernes, on a introduit également un bus multiplexé qu'on appelle la FDX. Donc le système nerveux de l'avion, en fait, c'est une espèce d'Ethernet dual et sécurisé. Et puis également, on a introduit l'interactivité, c'est-à-dire que les objets graphiques affichés sur les visualisations peuvent être actifs et être pilotés par l'IHM. Donc c'est la norme qu'on appelle la RINC 661. Tout est normalisé en fait dans l'aéronautique quand on introduit une fonction. Ah, donc ça mouline. Voilà. Donc la troisième rupture, elle a été faite par l'introduction du tactile, l'utilisation de l'interactivité. C'est-à-dire que le pilote a la capacité d'aller désigner directement ses paramètres sur l'écran, donc écran tactile. On a introduit ça relativement tôt, en 1990, sur le Rafale. Et ensuite, au niveau du grand public, bien sûr, tout le monde a vu arriver l'iPhone, qui a vraiment été une révolution dans l'utilisation du tactile et dans ce qu'on appelle le post-swim, c'est-à-dire que l'utilisation d'icônes directement sur l'écran et non plus par l'intermédiaire d'une souris, d'un clavier et de menus sur les écrans. Donc, c'est qui a introduit la troisième rupture, qui est effectivement l'introduction de l'interactivité tactile sur les écrans. C'est récent, hein, c'est l'Airbus A350 qui a inauguré cette technologie pour les avions dits de premier niveau, où certains écrans sont devenus tactiles, un peu comme si c'était des grandes tablettes, ce qui permet aux pilotes d'avoir une tâche beaucoup plus simplifiée. Elle agit directement sur l'écran et non plus par l'intermédiaire de pointeurs, de trackball ou de multiples boutons à manipuler sur des contrôles panels. Donc voilà, pour résumer un petit peu les tendances qu'on a dans l'aéronautique au niveau des IHM. La première tendance, c'est d'augmenter la taille des écrans. Vous l'avez vu également dans l'automobile, sur la présentation de Continental, c'est d'avoir une surface d'affichage maximum, de pouvoir avoir une IHM qui permette d'améliorer la conscience de la situation. Le pilote, d'un seul coup d'œil, il faut qu'il puisse appréhender l'état de son système et le suivi de sa mission, qu'il ait également une meilleure expérience utilisateur, qu'il puisse utiliser de façon fluide et intuitive toutes les fonctions de son système, et évidemment la safety qui est primordiale en aéronautique, hein, réduire les erreurs humaines et d'avoir un training, une formation, adaptée. Donc tout ça pour obtenir un cockpit en fait qu'on dit mission centrique, c'est-à-dire centré vraiment sur la mission. Alors c'est quoi la quatrième rupture? On parle beaucoup effectivement de réalité augmentée. On l'a vu aussi dans l'automobile. La première rupture, on l'a vu, c'était l'introduction des écrans multifonctions. La deuxième, ça a été l'apparition de l'interactivité. Les systèmes communiquent entre eux et le pilote peut interagir directement dessus. La troisième rupture, ça a été l'introduction du tactile.
Et ben, la quatrième, est-ce que la quatrième sera l'introduction de la réalité augmentée? Ben, on va essayer un peu de voir tout ça. La réalité augmentée, elle a été popularisée par Microsoft avec son fameux casque HoloLens, qui a également séduit les militaires, puisque l'armée américaine est en train d'évaluer ce dispositif. Dans l'avionique, c'est pas quelque chose de récent, puisque historiquement, et en particulier à Thales, on a un produit qu'on appelle le Topol. Donc c'est un casque qu'on peut appeler de réalité augmentée, puisqu'il permet l'affichage en superposition avec le paysage de différents paramètres. Actuellement, c'est plutôt un produit à vocation militaire, mais la tendance va être d'utiliser cette technologie de réalité augmentée également dans le civil, tout comme on a pu le faire dans le tactile, par exemple. Alors, la réalité augmentée peut être l'introduction d'un affichage 3D sur les displays, sur les visualisations. C'est ce qu'on appelle l'EVS, donc c'est Enhanced Vision System, ou SVS, c'est Synthetic Vision System, c'est-à-dire plutôt que d'afficher un horizon ciel-terre, d'afficher directement du paysage en 3D, où les informations proviennent de capteurs, soit de cartographie numérique, soit de capteurs de type infrarouge ou de radar. Donc ça directement sur les écrans. Ça peut être aussi au niveau du visuel tête haute, par un dispositif peut-être plus simplifié, plus facilement portable que le casque Topol. On a un produit qu'on appelle le TopMax, c'est une lame holographique qui est positionnée devant l'œil du pilote et qui lui permet donc en superposition d'avoir ses paramètres de vision tête haute, donc de sa réalité augmentée. Ça peut également être le pare-brise, puisque le pare-brise peut être utilisé comme un support de projection, plutôt que d'avoir un combiner devant les yeux, comme c'est le cas actuellement sur les head-up displays traditionnels. Voilà, alors c'est quoi le cockpit augmenté? Comment pourrait se constituer un cockpit augmenté? Mais au niveau de la tête haute, effectivement, ça peut être le HUD, le head-up display, ou le casque de réalité augmentée. Au niveau des visualisations, les grands écrans s'appellent head-on display, écrans qui sont larges, qui sont tactiles, et également ce qu'on appelle freeform, c'est-à-dire qu'ils vont épouser la forme du cockpit, et puis les moyens d'interaction. Donc, quelle est un peu notre vision du futur? Alors pour les hélicoptères, l'idée c'est d'avoir une instrumentation assez dépouillée, puisque dans un hélicoptère on voit un grand champ de vision, et apporter la réalité augmentée au travers d'un système porté, c'est-à-dire par exemple un casque ou une paire de lunettes qui apporte cette fonction. Au niveau des fighters, il y a deux tendances. Il y a le head-up display classique, mais grand champ. On parlait de champ d'une quinzaine de degrés pour l'automobile. En aéronautique, on a plutôt besoin d'une 40 à 50 degrés. L'état de l'art aujourd'hui est plutôt de 30-35 degrés sur des cockpits militaires. Et pour avoir un champ plus grand, effectivement, l'idéal c'est d'utiliser un casque, un viseur visuel de casque, qui permet entre autres de pouvoir voir le paysage, par exemple à travers le fuselage, comme ça peut être le cas sur des avions de 5e génération. Et puis pourquoi pas l'espace, puisque dans les nouvelles capsules de SpaceX, les écrans ont fait leur apparition de façon massive. Le futur pourrait être également l'apport de la réalité augmentée, soit sur ces écrans directement, soit en termes de visuel de casque. Donc voilà pour cette présentation un peu rapide de l'évolution des cockpits et l'utilisation des technologies. Merci Monsieur Coigny, merci pour cette présentation. On voit effectivement des similitudes dans les approches entre l'automobile et l'aéronautique, avec des contraintes pourtant bien différentes.
Et on voit effectivement les solutions peuvent être aussi différentes de ce point de vue, donc par rapport effectivement à ces contraintes spécifiques de chaque domaine. Donc on est à l'heure par rapport au planning. A priori, pas de questions pour le moment posées donc dans le flux. Ah, une question aussi qui apparaît là. Donc, est-ce que les écrans freeform pourraient utiliser une technologie souple ou courbée pour Monsieur Conny? Oui, alors je réponds directement dans le chat. C'est comme vous J'ai le encore la souhaitez. Là, parole. vous avez une minute pour répondre. Oui, la tendance serait plutôt des écrans de type courbé, parce que dans le cockpit, tout est fixe. Enfin, hormis par exemple une tablette qu'on peut avoir sur les genoux, mais sinon les écrans sont fixes. Les cockpits sont entre guillemets relativement larges, donc l'écran courbé, on voit plutôt ça en termes d'écran freeform. L'écran est courbé à la demande, mais on n'a pas la possibilité le pilote n'a pas la possibilité d'enrouler par exemple son cockpit, le mettre dans la poche. D'accord. Donc on est plutôt dans ce qu'on appelle le freeform, où l'écran peut ne pas être que simplement rectangulaire ou carré, mais épouser les formes de cockpit, et puis avoir une continuité sur la partie centrale du cockpit, ce qui s'appelle le pédestal. Et c'est plutôt là qu'on envisagerait des écrans courbes et également tactiles, puisque c'est la zone où le pilote ou le copilote intervient, c'est là où on a la manette des gaz et on a tout un tas de dispositifs de commande qui demandent qu'à être tactile. Merci pour cette réponse. C'est une très bonne introduction au sujet qui va être présenté par Monsieur Sylvain Pochet de l'école de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse. Donc, Monsieur Pochet s'intéresse aux interactions tactiles, tangibles et incarnées pour le cockpit et la réalité virtuelle augmentée, notamment pour la visualisation de trajectoires complexes. Et donc, à cette occasion, Monsieur Pochet pilote des programmes de recherche sur ces thématiques. Donc, on va vous laisser la parole, effectivement, avec cette question du piédestal, qui est intéressante, puisque c'est justement un des sujets que vous abordez aujourd'hui. Oui, donc bonjour à tous. J'espère qu'au niveau du son, ça fonctionne et au niveau très bien. On vous entend très bien. partage d'écran aussi. Tout à fait. Donc, merci Louis pour l'introduction. Donc, effectivement, je suis Sylvain Pochet, enseignant-chercheur à l'ENAC, et je vais vous présenter dans le cadre de ce webinaire donc une récente étude qu'on a menée à l'ENAC sur les interfaces tactiles à changement de forme pour le cockpit. Donc, cette étude s'est déroulée dans le cadre du projet Airsus. Donc, c'est un projet qui a été financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et qui a été labellisé par le pôle Aerospace Valley. Et pour ce projet, donc, nous avons collaboré avec l'ISAE et 3 PME de la région Occitanie. Donc, l'interaction tactile se fait, comme on le sait, par une mise en contact simple du doigt avec la surface lisse d'un écran. Donc, ça, c'est que ce soit sur le premier écran tactile d'IBM, donc début des années 70, sur des écrans actuels de nos smartphones, les tableaux de bord des voitures donc, qui sont actuellement commercialisés, et même maintenant dans les cockpits des avions commerciaux, on retrouve ces interfaces tactiles. Et même dans ces dispositifs tactiles installés dans des systèmes critiques, donc le sens du toucher reste uniquement sollicité comme un prolongement de la vision. Donc, pour adresser cette limitation, nous avons proposé un concept de surface tactile à changement de forme. Donc, l'idée, c'est de passer du doigt qui touche une surface lisse à la main qui va manipuler. Donc, dans l'objectif d'augmenter la bande passante sensorielle en essayant d'impliquer au mieux les aptitudes sensorimotrices des utilisateurs, donc ce qu'on appelle les sens tactilo-proprio-kinesthésiques, et ainsi réduire l'utilisation du canal visuel. Donc, pour introduire un petit peu notre contexte, notre cadre de travail, je vais rapidement vous présenter donc justement le contexte de l'activité de pilotage, contexte que nous avons analysé pendant un peu la première année de ce projet de recherche qui a duré 3 ans. Donc, comme on l'a vu dans la présentation précédente,
l'activité de pilotage a évolué avec les transformations technologiques des interfaces humain-système. Donc, depuis 50 ans, les automatismes sont développés, les surfaces d'affichage numérique ont augmenté et sont devenues tactiles, donc dans les dernières générations des suites avioniques. Donc, des écrans tactiles qui offrent de nombreux avantages potentiels. Donc, effectivement, pour les pilotes, concernant la visualisation et la manipulation de données, et aussi pour les constructeurs aéronautiques pour le développement et la maintenance. Donc, cependant, ces interfaces tactiles présentent des risques potentiels pour la sécurité qu'on a identifiés en fait. Donc, tout d'abord, concernant la demande d'attention visuelle, la surface tactile va obliger l'utilisateur à focaliser son regard sur la zone d'interaction pour saisir et manipuler des éléments. Donc, une focalisation qui va avoir tendance à provoquer une augmentation de la charge cognitive, une baisse de la performance sur les tâches concurrentes de surveillance, ainsi qu'une baisse de précision en situation de turbulence. Donc, pour essayer de répondre à ces risques, nous avons fait l'hypothèse que la déformation de la surface tactile pourrait permettre de guider, de stabiliser le geste d'interaction et ainsi de libérer le regard, et pourrait aussi permettre de répondre aux exigences de performance et de sécurité de l'activité de pilotage. Donc, pour essayer d'explorer cette hypothèse, je dirais qu'on a conçu, réalisé des prototypes. Cette conception a été effectuée avec des pilotes de ligne en activité. En fait, l'idée, c'est d'intégrer au mieux les utilisateurs de nos futurs systèmes dans le processus de conception et le processus d'évaluation des systèmes. Donc, je vais vous présenter maintenant ces deux prototypes. Donc, le premier, c'est GazeForm. Pour ce prototype, donc, nous avons imaginé de pouvoir changer la forme de l'interface en fonction de la position du regard. Donc, si le regard est disponible pour interagir en tactile, donc la surface est plate. Et si le regard est sollicité par une autre tâche, un bouton va émerger de cette surface plate pour continuer l'interaction. Donc, avec ce concept, notre objectif, c'était d'améliorer la distribution visuelle entre les écrans et les instruments du poste de pilotage. Donc, nous avons conçu une plateforme d'évaluation qui est composée d'un écran tactile situé devant l'opérateur, d'une surface centrale inférieure proposant soit 3 boutons rotatifs émergents ou une surface tactile, donc en fonction de la position du regard, d'un système d'oculométrie portée qui va récupérer en temps réel la position du regard de l'opérateur pour modifier dynamiquement la forme de la surface tactile sur la partie centrale. Et donc, nous avons mené une expérimentation contrôlée avec 20 participants et une évaluation avec 5 pilotes en activité. Donc, rapidement, comment fonctionne cette plateforme? Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le pilote regarde vers la surface transformable inférieure. Il utilise un mode tactile, son regard est disponible. Et lorsque le regard va quitter la zone, donc un bouton rotatif physique émerge de la surface, comme on peut le voir dans le cercle orange. Et l'opérateur peut continuer sa tâche de réglage dans ce cas-là. Donc, parmi les nombreux résultats, nous pouvons affirmer que l'interface tactile transformable permet d'améliorer la répartition de l'attention visuelle. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo en accéléré. Donc, on voit que sur la vidéo de gauche, ça bouge beaucoup moins. Il y a moins d'aller-retour entre les deux écrans. Donc, et en effet, pour ce participant avec l'entrée tactile transformable, nous avons trouvé 6 fois moins de transition entre l'écran frontal et l'écran inférieur. Et forcément, moins de transition, ça veut dire moins d'interruption et une meilleure efficacité dans l'accomplissement de la tâche de surveillance des systèmes, donc une tâche qui est cruciale en situation de pilotage. Enfin, le contrôle de l'interface par le regard posait des questions. Quand on a conçu le système, on se demandait effectivement il va falloir bien détecter ce qui est une fixation intentionnelle et une fixation accidentelle. Et à notre plus grande surprise, nous avons constaté que les pilotes s'appropriaient très rapidement le système de contrôle de la forme de l'interface par le regard. Et ils ont très rapidement joué avec notre système. Donc, suite à ce premier travail sur la transformation pour supporter une tâche de réglage spécifique, nous avons souhaité aller un petit peu plus loin et essayer de penser à un dispositif qui permettait
de supporter des tâches un peu plus génériques. Donc, c'est le concept multiplié. Donc, ce concept est basé sur un écran tactile pliable, un peu à la manière d'un accordéon, permettant d'utiliser les aptitudes sensorimotrices des opérateurs. Et notre objectif, c'était de favoriser la collaboration et la conscience de la situation. Donc, nous avons mené une phase de conception, toujours en intégrant les pilotes dans le processus. Donc, étude des matériaux et de structure. Nous avions aussi la question d'effectivement travailler sur une surface non plate. Nous n'avions pas l'accès à des écrans souples. Donc, l'idée, c'était de produire aussi un mapping vidéo qui permette de s'adapter à ces surfaces non plates. Et pour explorer le concept donc de cet écran pliable, nous avons adapté la plateforme de prototypage. Donc, vous avez déjà vu sur le prototype Guessform. Et nous avons conçu 2 prototypes interactifs, donc l'un avec 4 écrans articulés et l'autre avec une surface d'affichage tactile plissable. Donc 2 instantiations du même concept pour essayer de tester et d'évaluer des tailles de plis différents, des amplitudes de transformation et des vitesses de déplacement. Donc, je vais maintenant vous présenter un peu plus en détail les prototypes. Donc, le premier prototype, c'est un système d'affichage pliable composé de 2 modules de 2 écrans tactiles inclinables et donc une application principale qui va permettre d'exécuter des scénarios d'interaction donc liés à des tâches de pilotage. Deuxième prototype, donc c'est une surface flexible imprimée en 3D, donc avec du PLA conducteur pour la couche tactile et 4 actionneurs linéaires donc commandés par des cartes Arduino. Donc, avec ces prototypes, nous avons organisé 8 ateliers participatifs avec des pilotes, je crois qu'il y avait 5 pilotes de ligne. Et donc, les pilotes ont été invités à manipuler les prototypes interactifs selon des scénarios de conception que nous avions isolés. Donc, dans les résultats, donc, les pilotes ont souligné les effets positifs de la forme 3D du support sur la perception de l'image 2D, donc un peu comme une mise en relief. Ils ont aussi apprécié la structure répétitive et le mouvement prévisible des écrans. Ils ont souligné aussi la force du concept pour supporter un enchaînement d'actions rythmées. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo de droite, là, donc on a mené une évaluation sur un simulateur 6 degrés de liberté. Donc, ils ont apprécié la possibilité de réaliser des actions tactiles en situation de turbulence. Donc, ce premier travail nous a permis de valider la pertinence d'interfaces tactiles reconfigurables. Et nous souhaitons maintenant aller un peu plus loin avec un nouveau projet donc pour étudier l'utilisation de nouveaux matériaux et surtout de nouvelles structures pour produire des interfaces tactiles offrant des transformations plus riches et permettant aussi de répondre à des contextes d'usage différents. Donc, une nouvelle étude qui s'inscrit dans un contexte industriel de maturité des écrans souples à forme libre. Donc, comme on l'a vu dans les présentations précédentes, de nombreux industriels commencent à proposer des solutions éprouvées. Donc, nous avons constitué un nouveau consortium en intégrant des expertises en mécatronique, morphing électroactif, tactilisation et ergonomie. Donc, des expertises qu'on n'avait pas en fait dans le premier projet de recherche. Toute la partie mécatronique et piézoélectrique, je dirais, nous a manqué pour aller plus loin dans la conception fine de nos systèmes. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est d'imaginer de nouvelles surfaces tactiles qui vont nous permettre de proposer un contrôle fin de la déformation avec une forte résolution de points de contrôle, là, comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc, des actionnements localisés et une gestion assez fine de la force et des vitesses de transformation. Donc, une nouvelle brique technologique qui pourra servir de base dans le développement de futures interfaces humain-machine tactiles, donc pour par exemple l'industrie automobile et aéronautique, pour des tableaux de bord tactiles. Le médical, on peut imaginer aussi des interfaces de guidage pour robots assistants en chirurgie, ou encore l'industrie du jeu, donc pour des interfaces de contrôle tactile multisensorielles. Donc, on espère un nouveau projet de recherche riche en impact scientifique, c'est notre objectif principal, mais aussi en implication industrielle. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Pochet, pour cette présentation. Effectivement, là, on a le début d'une suite en fait de ce qui pourrait être demain nos interfaces dans les différents contextes d'emploi. Et c'est vrai que l'attention, le regard et la partie capacité de l'utilisateur à être attentif et à garder son attention sur sa tâche est une priorité pour tous les domaines. Dans le flux, est-ce qu'une question est posée? Pour l'instant, non. Beaucoup de questions sont posées sur le chat là. Donc, je vois que les réponses sont également apportées au fil de l'eau. Jean-Christophe, tu souhaites apporter un complément sur les présentations qui ont pu être présentées ce matin? Moi, je pense qu'on a vraiment moi, je remercie l'ensemble de nos intervenants parce qu'on a une diversité forte, des tendances qui se rejoignent, clairement. Moi, je pense finalement, je pense à la présentation de Continental, qu'effectivement, on essaie de trouver des alternatives aux contraintes et aux technologies holographiques. Donc ça, je trouve que c'est... moi, je pense que... Je ne sais pas ce que tu en penses, lui, on l'avait déjà évoqué, mais l'objectif un peu de ce premier webinaire qui suscite quand même beaucoup de curiosité et d'intérêt technique, ce sera de pouvoir en décliner, si les conditions sanitaires nous le permettent, d'un événement de plus longue durée et en présentiel. Et je pense qu'il y a aussi... je pense que justement, derrière l'écran du futur et les displays, c'est aussi toucher, c'est aussi de voir en vrai. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais voilà, ma réaction, ce serait de pouvoir avoir des choses qu'on puisse voir en vrai et en grandeur nature. Voilà, ce serait mon premier commentaire à chaud. Oui, tu as raison, Jean-Christophe. On a et je vois qu'il y a des commentaires effectivement sur le fait que ce soit une très bonne idée de pouvoir prévoir effectivement dans le futur. Alors 2022, en espérant que les conditions sanitaires nous le permettent, c'est d'organiser justement un événement, mais là du visu en présentiel, où on pourrait effectivement avoir ces présentations sous forme de couloir technologique. Je vois par exemple qu'il y a une... Est-ce que David, s'il nous entend, peut épingler la réponse de Monsieur Oyance, là, de mémoire? On n'a pas parlé des écrans transparents. Alors, peut-être que Monsieur Defoe, s'il est encore connecté, pourra répondre, mais Dreamtronic travaille notamment sur des caves à vin, des systèmes de publicité avec un écran transparent intégré et une porte de cave à vin qui permettent notamment de répondre à cet enjeu, d'avoir des écrans transparents. Ah, qui nous a enlevé le flux. Est-ce que David, voilà, parfait, merci. Donc peut-être que Monsieur Defoe, s'il est connecté, pourra répondre à cette question. Je te laisse peut-être, Louis, là, pour les quelques minutes. On est à l'heure, franchement, faut quand même, c'était pas gagné, mais On est dans le timing, tout à fait. Veux-tu dire quelques mots, veux-tu dire un mot là sur... Oui, on profite de cette occasion là pour faire un petit peu la publicité sur les événements passés et à venir. Donc, au même niveau, donc pour la partie donc des displays dans l'aéro, on a eu l'occasion d'avoir donc une présentation d'Airbus Hélicoptère du programme européen Racer qui présentait donc l'évolution des cockpits et donc avec l'ATECOR et Human Design Group qui ont présenté finalement ces solutions de ce que pourraient être les cockpits de demain dans le monde de l'hélicoptère. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur la chaîne YouTube du pôle Aerospace Valley où vous pourrez accéder à cette vidéo. Et donc, également à venir, donc c'est un atelier technique, là plus dans une démarche en fait de la collaboration entre l'humain et la machine et le système. Donc, on a un atelier qui va se monter donc après le 18 janvier, si les conditions nous le permettent, donc avec la participation de Monsieur Guy Boy, titulaire de la chaire FlexTech, donc qui présentera et donc à l'occasion de cet atelier, on aura l'occasion de discuter et d'échanger sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes à base d'IHM. Et donc, ce sera l'occasion aussi de faire émerger justement des nouveaux concepts introduisant cette intelligence artificielle.
Ouais, très bien. Et pour terminer, nous organisons également conjointement leur PAC avec nos confrères d'Aerospace Valley, mais aussi avec le cluster Primus Défense et le pôle européen de la céramique. Nous sommes en train en tout cas, on a posé la date et le contour, donc il y a un premier Save the Date qui est parti sur le PME Tour de la DGA et le ministère des Armées, qui est l'événement conjoint des deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et pour des raisons, on va dire, d'accessibilité entre les deux régions, cet événement est prévu le 19 janvier 2022 à Agen. Voilà, comme ça permet effectivement, on va dire à 1 heure, en tout cas des deux grandes capitales régionales, de réunir l'ensemble des participants. Alors avec une partie plénière et un programme qui reste à finaliser et une partie B2B pour l'après-midi. Donc voilà, vous avez le lien pour pouvoir vous inscrire, qui est juste en bas. Alors on espère toujours que les conditions sanitaires nous permettront, avec toutes les précautions d'usage, de pouvoir tenir cet événement en présentiel. Retenez cette date, le 19 janvier 2022. Et je voudrais, pour terminer, Louis, vraiment remercier, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, on n'est pas que deux, on est bien plus pour organiser ce webinaire. Donc je pense qu'il faut remercier Jennifer chez Aerospace Valley, il y a Agnès, il y a Philippe aussi, Troya, et Delphine de Mars à la communication événementielle, Jessica, et surtout David et David Bellaja qui est le régisseur en chef là de cet événement maintenant, parce que c'est vraiment aussi beaucoup c'est un peu de préparation et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des contributeurs à cet événement. Tout à fait. Un grand merci également à tous nos intervenants qui ont été vraiment à l'heure pour présenter ces différentes technologies. Je pense qu'il intéresse aussi beaucoup de monde. Hein. Et le fait d'avoir pu mixer justement tous ces domaines d'emploi, ces contextes sont vraiment très, très enrichissants et je pense peuvent bénéficier à beaucoup de personnes. Et donc c'était, je pense, effectivement, l'objectif est atteint, je pense. Ouais, et puis alors à la fois pour ceux qui n'ont pas pu rester connectés sur la durée du webinaire, sachez qu'il est prévu un replay. Je crois que David Bellagea nous enverra le lien ou le fera passer à tous les inscrits, en tout cas à tous les inscrits et participants au webinaire. Donc il y aura une séance de rattrapage, bien entendu. Et voilà, ça a été, je pense, un événement court, riche et efficace. Merci et une bonne journée à tous, hein, tous ceux qui ont pu participer et à toutes. À très bientôt. Voilà le régisseur, voilà notre régisseur en chef. Merci à tous. On reste connectés, Louis et Jean-Christophe. Bravo David. On ne ferme pas la salle complètement. Okay. On vous laisse le temps de télécharger la présentation si vous le souhaitez. En effet, le replay sera mis à disposition de nos participants. Ils le recevront un petit mail dans ce sens. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Merci, bonne journée et joyeuse fête à tous. Et prenez soin de vous.